sera signé par son auteur. Hepinize hoş Merci, geldiniz je vous diyorum. souhaite une bonne Bu soirée à organizasyonu tous. emeği Je geçen voudrais herkese teşekkür remercier tous ediyorum. ceux qui ont œuvré pour Olivier l'organisation de Roy'la cette böyle soirée. bir Être avec sohbeti Olivier yapacak Roy olmak benim için et gerçekten faire onur verici bir şey. une, Ben une gazeteciliğe telle başladığımda discussion avec lui me İstanbul'da plaît okumuştum. énormément. Bu Moi, lorsque konuda j'ai okumaya commencé à être başladığım, ilk okuduğum journaliste, isimlerden birisi. Olivier Roy était Ve l'un des kendisiyle premiers de zaten livres çok que kısa bir süre j'avais lus. sonra Et tout de 1990 suite après, yılında en tanıştık ve o 1990, zamandan j'ai beri de connu bir Olivier Roy et arkadaşlığımız depuis lors, vardır. Yani nous sommes 25 yıl liés d'une diyebilirim ama o profonde tabii amitié. ki Cela fait 25 bizler ans. için hep yol Mais gösterici pour oldu. nous, Olivier Roy Özellikle nous a Metis toujours montré yayınlarında le onun chemin kitaplarının et notamment her dans les biri şu éditions anda Métis, nous Metis'ten savons çıkan que dördüncü kitabı chacune de oluyor. Her ses biri ayrı œuvres bir macera olmuştur et ve a été une memnuniyet verici aventure tout à olmuştur. fait particulière, Şimdi bu mais son très kitap yine satisfaisante. son bir önceki Sa kitap dernière gibi œuvre, Küreselleşen İslam comme les yine Haldun autres Çelik dernières œuvres, Haldun'daydı. est une œuvre qui a été Bu kitap traduite par bambaşka Haldun bir kitap. Bayrı. C'est Kitaptaki une yanlarınızı œuvre tout à görmüşsünüzdür. fait différente. Vous l'avez Heyecan peut-être var. compris Çünkü en la hayatını lisant. Il y a de anlatıyor. l'émotion parce Ben qu'Olivier kendisini az buçuk raconte sa tanıyan vie. birisi olarak Je çok suis une personne qui le çok connaît şaşırdım plus ou moins. açıkçası. J'ai beaucoup Bilmediğim çok şey de appris öğrendim. de lui et j'ai Ee, vraiment été Bu étonné. J'ai kitap appris beaucoup eksenli de choses gideceğim. que je ne connaissais Öncelikle pas. sohbetimizi çünkü Je Olivier Roy'ın vais hayatı commencer üzerinden maintenant à anlatarak ve onun parler sur hayatı l'axe bir de ce İslam livre dünyasının puisqu'il s'agit son de la 45 vie yılı d'Olivier Roy. neredeyse. Mais il Bütün s'agit bunu en là des yakından izlemiş 45 birisi dernières olarak années de onunla la vie beraber belki de islamique kendi et je dünyamızın voudrais üzerinden geçeceğiz. maintenant peut-être passer sur Daha notre propre sonra monde. belli bir yerden sonra eğer Ensuite, après un beni certain bırakırsam size point, söz si je soru m'arrêterai sorma de imkanı parler, je vous doğacak. donnerai la possibilité de poser des questions ou Sizi de kötü faire des Fransızcamla commentaires. özellikle çevirmen arkadaşlar Je için dinlemek için voudrais ne ben pas Türkçe faire konuşmayı souffrir tercih trop ediyorum. les interprètes avec mon Olivier mauvais tabii ki Fransızca français. Je konuşacak. préfère parler le Biz bir turc. başlayalım. Olivier va certainement parler Ondan le sonra français. gidelim. Nous pouvons commencer et continuer. Evet Olivier, hoş Oui, geldin. Olivier, je te souhaite la bienvenue. Excuse-moi parce que je parle turc. Hein, c'est sûr que les traducteurs connaissent mieux que moi le français. Önce kitap. Açıkçası ben bu kitabı D'abord, görünce le Haldun livre. bana Lorsque j'ai çevirmeye vu ce başladığı livre, zaman lorsque Haldun a bahsedince çok commencé à şaşırdım. traduire le livre, j'ai été vraiment très Senin étonné hayatını parce anlatacağını que ve bunun bir kitap olmasını isteyeceği je aklıma gelmemişti. n'avais jamais pensé qu'il s'agirait de ta vie qui allait se Gerçekten transformer en isteyerek mi livre. yaptın yoksa böyle Est-ce que bir tu as fait baskı cela mı oldu, sciemment ou rica bien mı est-ce oldu? que tu as été sous une pression, ou bien est-ce qu'on te l'a demandé? Merci. D'abord, je dois dire que ce livre n'est traduit qu'en turc. Il a été traduit dans aucune autre langue. Donc, je remercie beaucoup et les éditeurs et le public. Ça nous fait un lien supplémentaire avec la Turquie. Ce livre est en fait effectivement une commande. C'est-à-dire que c'est mon éditeur, Le Seuil, qui m'avait demandé d'écrire un nouveau livre sur l'Afghanistan. Et il m'avait donné de l'argent pour écrire ce nouveau livre sur l'Afghanistan en 2002. Et j'ai jamais écrit le livre sur l'Afghanistan et j'ai pas rendu l'argent. Donc 10 ans après, l'éditeur m'a dit « vous nous devez un livre ». Bon. Et je dis « qu'est-ce que je peux faire alors ?» Il me dit bah, « écoutez, on vous envoie quelqu'un, vous allez faire des entretiens et comme ça, vous rembourserez votre dette ». Et c'est en faisant ces entretiens que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais des choses à dire. Hein. Mais au début, non. Au début, ça me gênait d'écrire un livre, disons, autobiographique. Et puis, quand on écrit une autobiographie, ça veut dire qu'on est vieux, ce qui me gênait aussi. Hein. Mais enfin, bon. Alors, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y a un problème que nous avons, nous, les professeurs, les chercheurs, etc. On ne parle que des abstractions, on ne parle que de concepts politiques, de géostratégie, d'idéologie, etc. Et il y a quelque chose qui manque, c'est tout ce qui ne se traduit pas dans le langage politique, tout ce qui n'est pas idéologique. Il y a un vécu, mais pas seulement le vécu, mon vécu à moi, mais le vécu des autres, hein, qui ne passe pas dans l'analyse intellectuelle, dans l'analyse universitaire.
Et puis, je veux dire, il n'y a pas que l'islam politique dans la vie. Il y a aussi des choses, bon, j'ai beaucoup vécu en Afghanistan, je suis resté assez longtemps en Turquie aussi, j'ai beaucoup vécu en Iran. Je n'ai pas fait qu'interviewer des djihadistes, des islamistes et des oulémas. Hein. Il s'est passé d'autres choses. Ce sont des sociétés aussi, et là en particulier je parle de la société turque, qui ne se ramènent pas simplement à un conflit entre les laïcs et les islamistes. Il y a quand même beaucoup d'autres choses. Bon. Et c'est seulement, disons, dans un récit autobiographique, oui, où je raconte mes rencontres, des réflexions qui ne sont pas forcément très développées, des intuitions aussi, des suggestions, des idées comme ça, qu'on peut approcher, je veux dire, la complexité du monde de plus près. D'autant plus que nous sommes dans une période que je trouve extrêmement simplificatrice. Nous sommes dans une période du blanc et du noir, du pour et du contre, où les discussions sont beaucoup plus souvent des pugilats, des combats de boxe. Hein. À ma droite, monsieur qui est pour, à ma gauche, madame qui est contre. Allez-y, vous avez 5 minutes pour voir qui va gagner. Bon, c'est la télévision, ça, aujourd'hui. Et je voulais justement rétablir les clairs-obscurs, les ambiguïtés, la complexité des choses, pour montrer que, dans le fond, tout n'est pas un combat politique, un combat idéologique. Et alors, kitapta önce Dans le öğrenci livre, Olivier Roy'u görüyoruz. nous voyons Sonra d'abord öğretmen l'étudiant Olivier Olivier Roy'u Roy, görüyoruz. Sonra puis le araştırmacı professeur, Olivier puis Roy'u le görüyoruz. chercheur Bir Olivier yerde Roy. bakıyoruz Olivier Roy Et puis nous diplomat voyons oluyor. qu'Olivier Roy devient tout d'un Sonuç coup olarak Olivier diplomate. Roy kendini bütün En fin bu de compte, yaklaşık 69'da Olivier başladığına göre kitap Leroy a ilk commencé tarih, avec verilen son tarih livre en 1969, yani c'est la 45 première date, yıl. à savoir il y a 46 yıl 45 Olivier à Roy kendini 46 nasıl ans. tanımlıyor esas olarak? Comment est-ce qu'Olivier Roy se définit pendant ces 46 ans? Officiellement, sur mon curriculum vitae, je suis un intellectuel universitaire, voilà, un chercheur, etc. Mais en fait, j'ai eu plusieurs vies. Et d'ailleurs, je dois remercier l'administration française qui m'a laissé faire des choses qu'elle n'aurait pas dû me laisser faire normalement. On m'a laissé partir en Afghanistan dans les années 80, alors que j'étais fonctionnaire de l'État français et que j'allais du côté des Moudjahidines. On m'a laissé prendre un poste à l'OSCE comme diplomate au Tadjikistan, qui n'était pas un endroit très calme non plus. J'ai pu faire beaucoup de choses. Donc je dirais, il y a un côté, j'ai toujours eu un côté aventurier. Quand j'étais petit, je voulais être explorateur. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus rien à explorer. Je suis arrivé trop tard. Alors du coup, bon, ben, j'ai été faire le zouave dans des zones qui avaient déjà été explorées. Et j'ai eu je ne suis pas un militant politique, mais j'ai eu une brève période d'engagement militant quand j'étais étudiant. 1968, bon, je pense que s'il y a des gens de mon âge ici, ils voient très bien ce que je veux dire. Tout le monde était militant politique en 1968, en général à l'extrême gauche. Hein. Et évidemment, enfin, c'est une expérience, je dirais, qui est fondamentale. Parce qu'on comprend ce que peut être le radicalisme. On comprend comment des jeunes peuvent passer, par exemple, au terrorisme. On comprend les formes de mobilisation politique et on comprend dans le fond, parce qu'on y participe, qu'est-ce qui peut bien fasciner un jeune dans des formes d'engagement radicaux. Hein. Et je crois que c'est très important. Bon, c'est une expérience dont il faut sortir très rapidement. Hein, il faut sortir très rapidement. Un, parce que c'est très dangereux, et d'autres, parce qu'on peut faire des bêtises. Hein, et il y en a beaucoup qui ont fait des bêtises. Bon, j'ai des camarades qui sont morts. Hein. J'en ai aucun qui ait tué quelqu'un. Bon, aucun n'est devenu terroriste. Mais bon, beaucoup sont morts, ou sont partis dans d'autres dérives, comme la drogue, par exemple, des choses comme ça. Mais, du coup, on a cette distance par rapport à la société dès le début, hein, qui nous permet de regarder ça avec plus d'esprit critique. Et je me suis aperçu, dans le fond, que les différents stades de ma vie correspondaient à des moments historiques.
J'avais 18 ans en 68. Bon. 68, pour moi, était un élément clé des formes de radicalisation politique d'aujourd'hui. On ne peut pas comprendre la violence politique d'aujourd'hui si on ne comprend pas 68. D'abord, une révolte globalisée. C'est la première fois que vous avez des jeunes qui descendent dans la rue à Paris, à Istanbul, à Kaboul, au Japon, en Indonésie, au Sri Lanka, bon. Sans être coordonnés. Hein. Donc on est dans une forme de, je veux dire, une des premières formes de mobilisation politique spontanée, globalisée. Et ça, c'est très important. 68, c'est aussi une révolte générationnelle. C'est un mouvement de jeunes. C'est nouveau. Les mouvements communistes, les mouvements fascistes recrutaient beaucoup dans la jeunesse, mais ce n'étaient pas des mouvements de jeunes. Ce n'étaient pas des mouvements de révolte contre les parents. Hein. Et là, en 68, on a inauguré, on a été pris dans cette révolte générationnelle qu'on retrouve aujourd'hui chez les djihadistes, par exemple. C'est quelque chose, donc, si vous voulez, 68 est un moment inaugural, un moment où quelque chose de nouveau s'est mis en place dans ce qu'on pourrait appeler les mobilisations politiques mondiales. Ensuite, j'ai été en Afghanistan. J'allais en Afghanistan parce que j'aimais l'Afghanistan. J'ai appris le persan. J'y allais avec mon sac à dos, en voyageur, hein, en routard. Pas du tout pour faire de la politique. Mais un beau jour, les Russes sont entrés en Afghanistan. Bon. Avec une armée. Et moi, mais tu ne savais pas que les Russes viendraient? Non. Non. On ne sait jamais ce qui va se passer en Afghanistan. Hein. Je ne savais pas que j'allais trouver l'armée soviétique à Kaboul. Je ne savais pas que 30 ans plus tard, j'atterrirais, moi, à Kaboul, dans un avion de la Luftwaffe, de l'armée allemande. Ça aussi. Bon, c'est des choses qu'on ne prévoit pas. Heureusement, d'ailleurs. Donc, je me suis trouvé... je suis resté en Afghanistan quand les Russes étaient là. Je me suis dit, c'est pas parce qu'ils viennent que moi, je vais renoncer à mes vacances. Du coup, je me suis retrouvé du côté des Moudjahidines parce qu'on ne m'a plus donné de visa du côté communiste. Bon. Et avec les Moudjahidines, j'ai découvert un monde nouveau, évidemment, et un monde fascinant. Pas pour la violence, parce que c'était une guerre beaucoup moins violente que les guerres d'aujourd'hui. Mais j'ai découvert les campagnes afghanes, j'ai découvert les islamistes, j'ai découvert aussi des paysages fantastiques. On voyageait à pied, à cheval. J'ai même traversé le désert de l'Éguistan à dos de chameau. Bon, donc c'est l'aventure, si vous voulez. C'est la beauté de l'aventure. C'est pas un engagement politique. Et du coup, j'ai compris de l'intérieur les mobilisations islamistes. Qu'est-ce que c'était qu'un djihadiste? Qu'est-ce que c'est aussi qu'une société traditionnelle, qu'un ouléma, qu'un chef tribal? J'ai vu l'armée soviétique se battre. Et là, j'ai compris que l'Union soviétique allait s'effondrer. La disparition totale du moral, la mauvaise organisation, etc. Donc je me suis retrouvé, j'allais dire, à un autre moment historique, qui est la chute de l'Union soviétique. Et là, mon rêve, c'était d'aller en Asie centrale, qui s'est ouverte à ce moment-là, et j'y suis allé avec cette fois une fonction politique, diplomatique, hein, pour l'OSCE, l'organisation de la sur la sécurité en Europe. Donc j'ai joué au diplomate pendant 1 an. Ça a été aussi une expérience très intéressante. J'ai appris à négocier avec les Russes. Les Soviétiques, c'était fini. À négocier avec les Russes. Bon, et j'ai appris aussi à boire beaucoup de vodka tout en restant rationnel, hein, ce qui sert dans la vie aussi, par la suite. Mais cette expérience de l'effondrement de l'Union soviétique a été fascinante. Un empire qui s'effondre comme ça, pas de guerre, il ne s'est rien passé. Hein, et d'un seul coup, voilà, on a des nouveaux pays. Donc ça m'a permis de beaucoup comprendre sur les questions de nationalisme, d'identité, de fabrication de l'histoire, etc. Et puis, bon, je suis revenu en France et j'ai commencé à m'intéresser, à travailler de près sur l'islam en France, parce que j'habite dans une petite ville où à peu près 1/3 de la population est d'origine immigrée, surtout marocaine, puis avec aussi un fort groupe turc. Hein. Je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'intégration, la reformulation de l'islam, comment ces gens-là se positionnaient
par rapport à l'islam. Et puis, il y a eu le 11 septembre. Et donc là, j'ai été, comme j'étais censé être un expert en djihadisme, je me suis retrouvé à nouveau comme consultant politique sur les questions de terrorisme. Donc à chaque fois, si vous voulez, je me suis retrouvé dans des événements clés du développement, ce qu'on pourrait appeler de l'histoire contemporaine. Ok. Bilmeyenler, Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez vous imaginer qu'Olivier Roy parle l'arabe parce qu'il parle de l'islam politique, mais au fond, tu parles le persan, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait des études de persan, et ce qui était ma langue de travail, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'Iran aussi. J'ai travaillé là où le persan est la langue du pays, donc l'Iran, l'Afghanistan, le Tadjikistan. Ensuite, j'ai appris de l'arabe, j'ai appris du turc aussi, mais je suis incapable de tenir une conversation en turc ou en arabe. Mais d'abord, tu es persanophone. Oui. Persanophone, ok. Et quelle est la différence İslam dünyası şimdi bir Arap le monde islamique, pour ceux qui sont à l'extérieur de l'islam, l'islam et l'arabe sont souvent considérés être la même chose. Mais tu le sais mieux que nous tous, il y a le monde arabe, il y a le monde qui parle le farsi, il y a le monde qui parle le turc, et puis en Asie ou en Chine, au Pakistan, en Inde, il y a des musulmans aussi. Ce monde islamique, nous parlons d'un monde islamique imaginaire, nous ne parlons pas du nomade. Mais quelle est la différence entre cela? Est-ce qu'on connaît assez ces différences? Il est sûr que dans les années 70 et 80, les trois mondes que j'ai connus, donc le monde persan, le monde arabe et le monde turc, ne se fréquentaient pas et se méprisaient respectivement. Quand j'ai appris le persan à l'Institut national des langues orientales à Paris, c'était le même département qui faisait, où on avait le persan, l'arabe et le turc. Donc dans l'esprit, disons, orientaliste occidental, le monde persan, le monde arabe, le monde turc relevaient d'une même catégorie. Mais en fait, ça ne marchait pas comme ça. Et il faut savoir d'ailleurs que l'ambassade de Turquie est intervenue pour que les examens d'islamologie cessent de faire partie du cursus d'enseignement du turc. Voilà. C'est-à-dire que l'ambassade de Turquie a demandé que le turc soit retiré de l'Orient à l'Institut des langues orientales. Ce qui en dit long. Et effectivement, en parcourant tous ces pays, on voit bien que ce sont des mondes différents. Mais même dans le monde persan, l'Iran et l'Afghanistan sont deux pays qui parlent la même langue mais qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas du tout dans la même culture. En Iran, on a une culture à la fois persane nationaliste et chiite, très très forte, alors que l'Afghanistan se réclame d'une culture sunnite beaucoup plus large, qui est la culture, disons, qui va de Samarcande à Delhi, la vieille culture persane d'avant la transformation de l'Iran en une république chiite. Donc tout ce qu'on dit sur l'histoire, sur les langues, la littérature, c'est vrai. Et puis il y a aussi une question arabe de fond, qui est le rapport entre... Quel est le rapport entre l'identité arabe et les entités politiques arabes? Est-ce qu'un Marocain est d'abord un Marocain, d'abord un Arabe ou d'abord un musulman? Et une grande partie des problèmes du Moyen-Orient viennent aujourd'hui de cette question de définition de l'identité arabe, ou plus exactement du rapport entre nationalisme et panarabisme. C'est une vieille histoire, mais on le voit qui reste très très forte. Ceci dit, derrière, disons, ces grands chapitres que sont chaque civilisation, c'est pas vrai que chaque civilisation est fermée sur elle-même, c'est pas vrai qu'il y a une civilisation turque, une civilisation iranienne, une civilisation arabe. Et on voit bien comment les phénomènes transversaux fonctionnent, se mettent en place.
qu'ils se réclament de l'histoire, par exemple l'ottomanisme, ou bien qu'ils soient des résultats de la globalisation moderne, on voit bien qu'aujourd'hui, les formes de mobilisation politique sont supranationales, très largement supranationales. Et l'islamisme s'est voulu, dès le début, transversal. Pour les islamistes, il n'y a pas de nation, il y a la Oumma, ou au moins la communauté de tous les Arabes. Umet, oui. Oumma, Umet. Je me suis intéressé donc à ces formes de mobilisation politique transversale. La question c'était, par exemple, quand il y a eu la révolution islamique d'Iran en 1978, est-ce que l'Iran allait prendre la tête d'un grand mouvement pan-islamiste du Maroc jusqu'à l'Indonésie? On avait couru au début, peut-être. C'est ce qu'il voulait. Dans l'esprit de Khomeini, je dirais, Khomeini, c'est un peu Lénine. C'est-à-dire, on fait la révolution dans un pays, mais on va l'exporter. On va l'exporter. Et ça a échoué tout de suite. Dès septembre 1980, quand Saddam Hussein a envahi l'Iran et que personne dans le monde arabe ne s'est opposé à Saddam Hussein, au contraire, quand la masse, la grande majorité des forces politiques du monde arabe a soutenu Saddam Hussein dans la guerre contre l'Iran, là je me suis dit, le pan-islamisme, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Les forces réelles politiques sont ailleurs, et en particulier elles sont dans le nationalisme. Et c'est là que j'ai utilisé le terme islamo-nationaliste. Ok. Olivier Roy deyince hemen En lisant Olivier Roy, siyasal İslam'ın iflası lafı geliyor. pense à l'effondrement de l'islam politique. D'ailleurs, c'est un livre qu'on a traduit par la faillite. Başarısızlık olması gerekirken En réalité, il s'agit d'un échec. Mais chez Métis, nous avons parlé d'un genre de faillite. Et il y a aussi une partie qui concerne ce point. Et toi, c'est vrai, tu parles presque d'une faillite. Cette faillite, cet échec, est-ce que le livre est apparu en 89 ou en 90? Je ne me souviens plus. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi il s'agit? C'est quoi cet échec, cette faillite, cet effondrement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que je sais qu'on a parlé de la faillite de l'islam politique et puis on a eu le 11 septembre. Et si on considère Daesh, Olivier Roy avait parlé de la faillite, de l'échec de l'islam, alors que les islamistes règnent par le monde. Qu'en penses-tu? D'abord, il faut s'entendre sur la définition du terme islam politique. Dans mon esprit, c'était la famille des frères musulmans. Donc les frères musulmans arabes, mais aussi les révolutionnaires iraniens, le parti Jamaat Islami au Pakistan, le parti Refa à l'époque en Turquie. Voilà, c'est toute cette mouvance qui prétendait mettre en place un État islamique avec une constitution islamique, une économie islamique, une justice islamique, une politique étrangère islamique, etc. etc. Bon. Et c'est ça qui a été un échec. Je ne parle pas des djihadistes, je ne parle pas des terroristes, je ne parle pas de Daesh. Toute cette frange, disons, idéologique frères musulmans, c'est très simple. Soit ils se sont transformés en partis parlementaires, je ne dis pas démocratiques, je dis en partis parlementaires qui se présentent aux élections et qui élaborent un programme de gouvernement pour un État-nation moderne, soit ils disparaissent de la scène politique. Alors, on a bien vu, par exemple, le destin des frères musulmans arabes. En quel sens il y a échec? Bon, en Égypte, ils ont été liquidés, ce que je n'approuve pas, mais c'est bon, de fait. Au Maroc et en Tunisie, ils sont rentrés dans des coalitions.
et ils acceptent la démocratie, ils acceptent la Constitution. Donc, on ne peut pas leur faire un procès d'intention. Je rappelle, par exemple, qu'en Tunisie, c'est un parlement à majorité Nahda qui a voté la constitution la plus démocratique de tous les pays arabes. Puisque la constitution tunisienne, par exemple, prévoit la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de changer de religion, hein, le droit de quitter l'islam. C'est extrêmement important. Hein. Eh bien, ça n'existe pas en Égypte. Dans l'Égypte du maréchal Sissi, il n'y a pas de droit de quitter l'islam. Hein. Il y a un droit de quitter le christianisme, mais il n'y a pas de droit de quitter l'islam. Donc, les plus islamistes ne sont pas ceux qu'on pense. Hein. Où est-ce qu'il y a eu un procès pour homosexualité récemment? Dans l'Égypte du président Sissi. Hein. Il n'y en a pas eu à l'époque des frères musulmans. Bon. Donc, si vous voulez, le premier échec, c'est un échec idéologique. Hein. Ce n'est pas un échec politique. Ils ont réussi à rentrer dans le jeu politique, mais à une condition de renoncer de fait à leur programme d'islamisation. Mon deuxième point, c'est que de toute façon, ce programme d'islamisation ne fonctionne pas. Que le concept d'islamisation d'une société moderne est contradictoire. Hein. Par exemple, vous dites la charia. La charia est la loi de l'État. Bon. Nulle part, la charia est la loi de l'État, même en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que si on décide que la charia est la loi de l'État, il n'y a plus d'État. N'importe quel juge juge tout seul selon la charia. Donc tous les États, qu'ils soient islamiques, laïques ou tout ce que vous voulez, contrôlent d'abord la loi. Bon, par exemple, en Arabie Saoudite, qui est le souverain, qui dirige l'État? La famille royale. Est-ce que le concept de famille royale existe dans la charia? Non. Non. Donc, si vous voulez, le concept même d'État n'est pas dans la charia. Hein. Et bien entendu, la politique est faite par la famille royale, elle n'est pas faite par la charia. Donc, même le pays qui se prétend le plus chariatique ou chariatisé du monde n'a pas la charia comme la loi de l'État. Hein. Tout État est séculier. Tout État impose une loi qui est celle de l'État. Le problème, c'est... bon, je vais rentrer un peu plus dans les détails après. Une économie islamique. Où c'est qu'il y a une économie islamique? La finance islamique, c'est tout simplement donner d'autres noms à l'intérêt, au capital, au prêt, etc. La finance islamique n'a pas de contenu en soi. Et j'ai une bonne source pour ça, c'est le cher Karadawi, hein, qui un jour, il m'a dit qu'il démissionnait de son poste de conseiller des banques islamiques, parce qu'il m'a dit, mais il n'y a rien d'islamique dans une banque islamique, il n'y a que de l'argent. Bon, il dit, c'est du capitalisme. Il a raison. Hein. Donc, aujourd'hui, tous les partis islamistes en économie font du capitalisme libéral. Tous. Hein. Voilà, il n'y a pas d'économie islamique. Et on peut continuer comme ça. Donc le programme même d'islamisation de la société n'a pas de contenu. Par contre, et c'est mon dernier point, il y a bien un référentiel islamique. Voilà. On parle de l'islam, constamment. Bon. Une des raisons de la défaite des frères musulmans en Égypte, c'est que pendant 1 an, au Parlement, on n'a parlé que de l'islam. Bon. Alors les gens dans la rue se sont dit, mais et alors, l'économie, qu'est-ce qu'on fait nous, hein? Ils se sont retournés contre Morsi. En Tunisie, les gens de Nahda ont compris et ont abandonné tout discours sur l'islam. Bon. Parce que ça ne marche pas. Même chose le PJD au Maroc. Alors on voit comment, par exemple en Turquie, il y a une rhétorique islamique, oui, hein, qui fleurit, hein, comme les tulipes. Hein. Mais dans le concret, je veux dire, il est où l'islam? Bon. Et je veux dire, moins ça marche, plus on en parle. Hein. Est-ce qu'on peut dire que le djihadisme ou le néo-salafisme est une sorte de réponse à cet échec de l'islam politique, ou bien est le produit de l'échec de l'islam politique?
je pense que le djihadisme est une conséquence de l'échec de l'islam politique. C'est-à-dire devant l'impossibilité de créer dans un pays donné une véritable société islamique, les purs et durs cherchent à faire la table rase. Ils veulent une situation où on pourra se débarrasser entièrement de la société existante. C'est une tentation qu'on a trouvée dans le communisme. Quand un parti communiste fait la révolution, il a deux solutions. Soit essayer de gérer la société telle qu'elle est, soit faire table rase, c'est-à-dire tuer. Bon. On voit par exemple comment, dans un pays comme la Pologne, le gouvernement communiste a en fait fait un compromis avec la société, à commencer par l'Église catholique. Et on voit comment au Cambodge, au contraire, les communistes ont décidé que le seul moyen de faire la table rase, c'était de tuer la moitié de la population. Bon. Chez les djihadistes, c'est la même question. Ils veulent être des purs. Et le problème, c'est que personne n'est pur. Donc, ou bien on soupçonne toujours l'autre, dans le fond, d'être un hérétique, un mou, un traître, ou bien on n'est pas très sûr de sa propre pureté. Et quand on n'est pas très sûr de sa propre pureté, eh bien on cherche à mourir en martyr. Parce qu'au moins, là, on pourra gagner le paradis tout de suite. Le martyrisme, c'est-à-dire la fascination pour le martyr, et donc pour l'attentat suicide, pour moi, va de pair avec un nihilisme. C'est-à-dire l'idée que, dans le fond, on ne réussira jamais à établir la société des purs. On l'établira que dans la mort. Et ça, c'est une tendance très forte aujourd'hui chez les jeunes djihadistes. Ok. Je vais parler. Tu parles de la mort. Je ne me rappelle pas où, mais dans une partie de ton livre, tu vois quelque chose, tu dis quelque chose de semblable. Comment est-ce que je puis m'en tirer sans mourir, notamment en Afghanistan, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées, notamment des Occidentaux. Un chercheur, pourquoi est-ce qu'il se trouve dans un tel endroit? Est-ce que c'est seulement pour faire de la recherche, ou bien est-ce que c'est une émotion particulière, un comportement qui t'appartient à toi seulement? C'est une question difficile. Bon, quand on travaille, quand on fait de la recherche en sciences politiques, on travaille sur des choses comme la guerre et la violence. Bon. Et à un moment donné, on se dit, bon, je suis en train de parler de la guerre, je suis en train de parler de la violence, je regarde des gens faire la guerre, mais quelle expérience j'ai, moi, de ça? Et je pense qu'ici, il y a aussi un problème de génération. Parce que mon grand-père a fait la guerre, mes grands-pères ont fait la guerre de 1914. Ils ont fait 5 ans dans les... parce qu'ils ont resté, ils ont fait du rab. Ils ont fait 5 ans, donc 4 ans dans les tranchées. Une expérience dont, évidemment, ils ne parlent jamais. Ils ne parlaient jamais. Mon père a fait la guerre. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il n'était pas volontaire, il n'avait pas envie, hein, mais bon... voilà, il a fait son service militaire, il a fait la guerre. Et nous, on est arrivé à une génération où, heureusement, il n'y avait pas de guerre. Hein. Nos grands frères ou nos cousins avaient fait la guerre d'Algérie, et les guerres coloniales. Mais après 62, plus de guerre coloniale, plus de guerre du tout. Et on a l'impression, enfin, c'est très confus parce que c'était confus dans notre tête. Je pense que chez beaucoup de jeunes de l'époque, il y a eu une fascination pour la violence parce que aussi il fallait qu'on ait une expérience que nos anciens ont eue. Hein. Qu'on n'était pas sérieux tant qu'on n'avait pas eu aussi, nous, notre expérience de la guerre. Alors, c'est pas clair, hein, mais
par exemple, beaucoup de jeunes qui ont fait mai 68 ont repris toute une rhétorique de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Allemands. On s'appelait la Nouvelle Résistance. On parlait des collabos. Et on s'inventait des postures de héros. Là aussi, de sa manière, pour être à la hauteur des anciens. Donc je crois qu'il y avait cette idée qu'il fallait vivre, pas forcément faire la guerre. J'ai jamais tiré, j'ai jamais utilisé une arme. Mais il fallait être dans la guerre pour voir et pour avoir le droit d'en parler. Je crois qu'il y avait un peu de ça. Et la couverture, sur la couverture du livre, il y a les mêmes photos, je crois. Donc, en travaillant, tu es en contact direct avec les personnes. Par exemple, en Afghanistan, la France et l'Afghanistan sont des lieux totalement opposés. Et ailleurs aussi, dans le monde islamique, quel était le comportement de ces personnes dans les lieux où tu allais? Est-ce qu'ils pensaient que tu étais espion? Ou ils ne comprenaient pas qui tu étais? Ils pensaient que tu avais perdu la tête. Et comment s'établissent ces relations? Je sais que tu parlais la langue, c'est un avantage, mais être étranger dans ce pays, est-ce que ce n'est pas un peu difficile? Il y a eu deux périodes. La première partie, disons, de la guerre en Afghanistan, disons de 1979 à 1985, c'était encore une société très traditionnelle. Les gens faisaient la guerre, mais dans le cadre de la société traditionnelle. Et donc, ils avaient les mêmes comportements, par exemple, d'hospitalité. Donc, l'étranger était pris en charge. Il ne posait pas de questions. Il fallait qu'on ait une lettre d'introduction, bien sûr. Sauf que quand je suis arrivé dans un endroit où les gens étaient analphabètes, bon, ça ne me servait à rien d'avoir une lettre d'introduction. Et c'était, bon, j'arrivais dans un village, la personne qui m'avait amené au village me laissait aux gens du village, qui lui signait un reçu. Et on m'emmenait au village d'après, ou à la vallée d'après, ou à une autre région. Et là aussi, j'étais échangé contre un reçu. Et comme ça, j'ai voyagé pendant des mois dans tout le pays. Je n'ai pas dépensé un centime. J'ai été nourri, pris en charge, on m'a prêté des chevaux, etc. Bon. Donc c'était, j'allais dire, merveilleux. Et j'avais l'impression d'être avec des gens merveilleux. D'autant plus qu'ils prenaient des risques, bien sûr, en faisant passer un étranger qui n'avait pas le droit de se trouver là. Et puis, petit à petit, on a vu comment la guerre transforme une société. Comment la guerre transforme les relations sociales. Parce que celui dans la guerre qui a le pouvoir, c'est celui qui a la Kalachnikov. Et ce n'est pas l'ancien. Ce n'est pas le vieux sage, c'est le jeune. Et puis, pendant la guerre, il n'y a plus d'école. Les jeunes deviennent des combattants très rapidement. À 15 ans, bon, ils sont un combattant. Ils ont une arme. Ils n'ont pas la culture, l'adab, ils n'ont pas la culture traditionnelle. Ils ne respectent plus, ou beaucoup moins, les hiérarchies sociales. Très souvent, à cause de la guerre, ils sont orphelins ou leurs parents sont devenus réfugiés, etc. Et là, les choses deviennent plus dures. Les relations deviennent plus des relations de force. Et puis se développe aussi un banditisme lié à la guerre. Donc, ça m'oblige à sortir, disons, du cliché de l'Afghan généreux, sympathique, etc., ce qu'il peut être. Mais il peut être autre chose aussi. Et là, on voit effectivement comment la guerre transforme une société et comment des années de guerre ont un effet d'irréversibilité. On ne peut plus revenir à la société d'avant. Les gens ont quitté la campagne, ils se sont réfugiés, les villes ont des bidonvilles, des banlieues remplies de réfugiés. Et c'est ce dont souffre l'Afghanistan aujourd'hui.
les élites traditionnelles ont disparu, le tissu social a été complètement bouleversé par la violence. Ouais. Et maintenant, le problème, c'est comment domestiquer cette violence. Par quoi? Revenir à des structures traditionnelles? Bon. Instaurer un État moderne? On voit le résultat. Hein. Envoyer des troupes étrangères? On voit le résultat. Donc ça ne peut venir que de la population elle-même. Ok. Son olarak Et enfin, kitap ekseninde Olivier Roy'ı daha çok konuşuyorum ama je parle surtout d'Olivier Roy en parlant du livre, mais je pense que vous aurez des questions plus actuelles. C'est pourquoi je ne veux pas donner l'impression que je suis un journaliste qui n'a pas posé de questions sur Daesh, etc. Je vous laisse cela. Ceux qui le savent. Olivier Roy est un parent à nous. C'est un membre de la famille. D'ailleurs, dans l'introduction, il prouve l'intérêt qu'il a envers la Turquie, envers Istanbul. En juillet 1968, il avait à l'époque 18 ans, il est venu en jeune homme, mais par la suite, à Dreux, en France, il s'est marié avec une femme turque. Et il y a eu un genre de lien patriotique avec la Turquie. Je voudrais que tu parles un peu de tes liens avec la Turquie et de tes impressions sur la Turquie. Bon, c'est la question à laquelle je ne voulais pas répondre. C'est compliqué parce que ça mélange des niveaux effectivement tout à fait différents. En fait, d'ailleurs, je me suis aperçu que j'ai sans doute... oui, c'est en 68, oui, que je suis arrivé en Turquie pour la première fois. Donc ça va bientôt faire 40 ans. Hein. Non, ça fait déjà 40 ans. Voilà, ça va faire 50 ans bientôt. Bon, c'est un monde, 50 ans, c'est 3 générations quasiment. Hein. Bon, je suis arrivé en autostop à Yannick Apple, non, à Çemberlitaş. Oui, à pied. Pierre Loti. Oui. J'étais à l'hôtel Pierre Loti. Et j'ai traversé surtout la Turquie pendant des années, parce que quand j'allais en Iran et en Afghanistan, je traversais la Turquie. Donc j'ai fait la Turquie en autostop, ce qui est une expérience très très intéressante, parce que là on parle avec les gens forcément. Ensuite j'ai traversé la Turquie en voiture avec ma petite 4L. Hein, bon, c'est l'embourgeoisement. Donc, mais enfin là aussi, comme la voiture tombe en panne souvent, c'est l'occasion de rencontrer les gens. Après, j'ai travaillé sur la Turquie là, sur un plan en sciences politiques. Et là, j'ai rencontré des gens comme Rouchen. Hein, bon, c'est un autre monde, hein, mais c'est très intéressant. Et puis, comme je l'ai dit, il se trouve que dans la ville que j'habite à Dreux, en France, il y a une communauté turque. Exactement de citoyens turcs. Hein, parce qu'il y a des Kurdes et il y a une famille chrétienne. Bon. Et qui je me suis retrouvé parce que je les ai aidés pour faire des papiers, enfin tous les problèmes habituels. Et 20 ans après, j'ai épousé la jeune fille de la famille. Bon. Du coup, ce qui m'a branché sur un petit village que je nommerai pas, dans la province de Şırnak. En ce moment, d'ailleurs, bon, j'y étais encore au mois d'août, la situation est tendue. Bon. Mais à la frontière syrienne, à la frontière irakienne. Et du coup, là, je suis rentré dans un milieu donc, de chrétiens orthodoxes, hein, Süryani, pour être précis. Et j'ai découvert une autre Turquie, bien sûr. Hein. Là, je n'ai pas travaillé au sens académique, parce qu'il ne faut jamais travailler sur sa famille. Hein, ça peut être dangereux. Mais j'ai vécu dedans. Donc j'ai effectivement une connaissance, oui, d'une petite région rurale de Turquie. Et mon fils aîné, qui a 16 ans, revient au village lui tout seul pour apprendre la langue locale de Süryani. Mais cette année, il a décidé qu'il fallait être sérieux et il apprend le turc. Bon. Et dans quelques années, il parlera turc et pas moi.
Alors, merci Olivier. Alors maintenant, je retourne à l'audience. Evet, sorularınızı Je vous prie de poser vos questions au micro. Sorularınızı, yorumlarınızı Nous attendons vos alabiliriz. questions. On commence par qui? Başlıyoruz. Buyurun. Je crois qu'il y a une question ici. Je vous remercie. Mehmet Oraner est mon nom. J'ai écouté le français. J'ai un français qui n'est pas parfait, comme celui de M. Rouchen. Est-ce que j'ai mal compris? Au début de votre intervention, vous avez parlé des années 68. Et vous avez dit que le mouvement de 68 est un mouvement des jeunes. Et aujourd'hui, les djihadistes sont jeunes, avez-vous dit. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que vous pouvez me corriger puisque mon français n'est pas parfait? En parlant de 1968, les djihadistes aujourd'hui, quand on fait référence aux djihadistes, je constate une chose très intéressante, ou bien je n'ai pas très bien compris. C'est une révolte. Une révolte à partir de l'islam, une révolte anticapitaliste. Est-ce que j'ai bien compris? Je ne veux pas être très long, mais j'ai cru entendre quelque chose. Est-ce que c'est juste cette référence que vous avez faite? Si c'est juste, est-ce que vous pouvez nous fournir quelques éclaircissements sur ce point? Ok. Je n'ai pas dit que le djihadisme est une révolte anticapitaliste. Hein. Ce que je dis, c'est que aussi bien l'extrême gauche des années 60 que les djihadistes sont dans une révolte générationnelle et dans un refus de la société telle qu'elle existe. Hein. Dans l'idée que les sociétés telles qu'elles existent, on ne peut rien en faire. C'est le mal. Voilà. Et donc, ils sont tous les deux dans l'utopie, qui était l'utopie de la révolution dans les années 60 et aujourd'hui l'utopie du califat islamique. Ils sont dans, et ces utopies ont beaucoup de choses en commun. Un, ce sont des utopies. C'est l'idée qu'il y a un monde parfait et qu'il faut détruire le vieux monde. Deuxièmement, ce sont des utopies globales. Il ne s'agit pas de faire une Syrie islamique, il faut un califat qui s'étende sur le monde entier. Troisièmement, ce sont des utopies supranationales. On est internationaliste. Hein. Il est frappant de voir que les troupes de Daesh fonctionnent comme ont pu fonctionner des brigades internationales. Alors, je ne compare pas. Hein, je ne dis pas que ceux qui sont allés se battre en Espagne dans les brigades internationales sont de même catégorie que les djihadistes d'aujourd'hui, bien sûr. Hein. Mais il y a cette idée qu'on peut très bien avoir un bataillon formé de gens de différents pays, parlant plusieurs langues, et que ça n'est pas un problème. Hein. Vous avez cette espèce d'internationalisme qui est très très fort chez les volontaires djihadistes aujourd'hui. Et puis, dernière idée, l'idée que la lutte est mondiale ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une nouvelle société dans un endroit donné de la planète, qu'il faut forcément faire une révolution mondiale. On se rappelle Che Guevara, il faut 2, 3, 4 Vietnam. Bon, Al-Qaïda frappait partout où il pouvait frapper. Et dans l'idée de Daesh, soit le califat sera mondial, soit il n'existera pas. Hein. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en commun. Et on pourrait montrer comment quelqu'un comme Baader Meinhof a inventé des formes nouvelles de violence globale, comme les détournements d'avions simultanés en alliance avec des Palestiniens, l'utilisation des médias, des films, comment les brigades rouges italiennes ont inventé l'exécution d'otages, de prisonniers avec caricature de procès, hein, la mise en scène, hein,
des exécutions qu'on voit aujourd'hui chez Daesh ont trouvé l'idée originale, l'idée de départ, chez les Brigades rouges italiennes. Bien sûr, il y a une violence sadique chez Daesh qu'on ne trouvait pas chez les Brigades rouges italiennes, mais sur le principe même, filmer une exécution qui a été précédée d'une lecture de la sentence, on est dans le même schéma. Donc il y a beaucoup de choses en commun structurellement. Okay. Bonsoir. Je voulais poser une question que vous connaissez peut-être. Je voulais vous demander ce que vous pensez des attentats d'Ankara. Et j'avais vu Rushan Bey dans le Twitter, dans les attaques aériennes françaises, qui était l'objectif? Que pouvez-vous dire à ce sujet? Est-ce que vous pensez que la lutte de la Turquie à l'heure actuelle est suffisante? Alors, d'abord, tout ce que je sais sur la Turquie, c'est par Rushan. Donc, voilà, vous lui demandez directement. Deuxièmement, je dirais, il y a deux choses. Il y a ce qui est propre, disons, à la situation politique en Turquie, et il y a ce qui est la conséquence, disons, de la crise du Moyen-Orient en général sur la Turquie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les deux sont liés. On peut dire que jusqu'à récemment, la Turquie s'était isolée du Moyen-Orient, et donc que les événements politiques en Turquie étaient des phénomènes turcs. Mais maintenant, on ne peut plus séparer. On ne peut plus séparer. Bon, qui est Daesh en Turquie? Franchement, là, c'est des gens comme Rushan qui savent mieux. Ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a des choses en commun dans la radicalisation des jeunes, une fois encore partout. Je ne pense pas que Daesh soit un mouvement social en Turquie, ni en France, ni ailleurs. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y a des catégories entières de population qui se radicalisent vers le djihadisme. Je pense que ça reste un mouvement d'individus nombreux, mais d'individus. Et le fait qu'on retrouve la même famille dans les deux grands attentats qui ont lieu en Turquie va dans ce sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des réseaux assez concentrés. Et là encore, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui se lancent dans l'action. Mais pour moi, le problème majeur pour la Turquie, ce n'est pas Daesh. Je peux me tromper, mais encore une fois, je ne vois pas Daesh être autre chose qu'une organisation terroriste. Donc, en ce sens-là, Daesh, comme Al-Qaïda, menace tout le monde. Et il y aura des attentats. Évidemment qu'il y aura des attentats. Mais pour moi, un attentat, c'est un problème de sécurité. C'est un problème humain, je dirais, bien sûr, évidemment. Mais ce n'est pas une tendance stratégique. La question stratégique de fond en Turquie, ça reste la question kurde, qui était là avant et qui sera là après. Simplement, maintenant, la question kurde, elle est liée aux événements de Syrie. Bon, et ça, ce n'était pas le cas. Donc, elle ne peut plus être réglée dans un simple cadre politique interne à la Turquie. On a, si vous voulez, une espèce d'intrication maintenant des événements de politique intérieure avec les grands mouvements géostratégiques. Et là, ce n'est pas simplement le problème de la Turquie. C'est le problème de tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec Daesh? Il y a un an, j'avais écrit, j'assume, que Daesh ne durerait pas. Bon. Il dure. Ce qui est toujours un scandale quand on est contredit par les événements. Et donc je me demande, pourquoi Daesh tient? Parce que normalement, Daesh est un mélange instable de réseaux bassistes irakiens et de militants djihadistes internationalistes. Ça ne devrait pas tenir. D'autant plus qu'on ne peut pas dire qu'ils gèrent bien la population locale. Ils gèrent par la violence, par la peur. Donc, structurellement,
le système Daesh est fragile. Hein. Il est fort parce que, dans le fond, ils n'ont rien en face d'eux. Et c'est là que je me suis aperçu d'un seul coup que, ben oui, Daesh est là. Parce que personne ne veut se débarrasser de Daesh. Pour le régime de Damas, Daesh est un excellent prétexte pour se montrer, disons, du bon côté, et pour que Daesh attaque les autres, bien sûr. On le voit bien avec l'intervention des Russes. Les Russes bombardent tout le monde, sauf Daesh. Bon. Sauf Daesh. Oui, les Russes ne bombardent pas Daesh. Hein. Ils envoient peut-être une petite bombe pour faire plaisir aux Américains, mais les Russes bombardent l'autre opposition. Les chiites irakiens, au début je me disais, bon, les chiites irakiens ont le pouvoir en Irak, donc ils vont essayer de reprendre le contrôle des zones tenues par Daesh. Et maintenant, je m'aperçois que les chiites irakiens, dans le fond, n'ont pas envie de reconstituer un Irak unitaire. Ils n'ont pas envie d'aller se faire tuer pour conquérir Fallujah. Ils se font tuer pour défendre Najaf, Karbala, Bagdad. Oui, donc Daesh ne prendra pas Bagdad. Mais les chiites irakiens n'iront pas reprendre Mossoul. Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas dans une logique de nationalisme unitaire irakien. Ils sont dans une logique sectaire, ce qu'on appelle sectaire, confessionnelle, disons. Les Saoudiens, on sait très bien d'abord que sur le plan idéologique, il y a quand même pas mal de liens entre le salafisme djihadisme et le salafisme non djihadiste. Bon. Mais si Daesh tombe, s'effondre, qui va prendre le vide? Les Iraniens. Or, pour l'Arabie saoudite, le pire ennemi, c'est l'Iran. C'est pas Daesh. Donc l'Arabie saoudite peut très bien vivre avec Daesh. Pour Israël, Daesh, c'est du pain béni. Des Arabes qui se battent contre d'autres Arabes. C'est génial. Le Hezbollah qui envoie tous ses volontaires se faire tuer en Syrie au lieu de se faire tuer en Israël. C'est génial. Bon. Les deux ennemis stratégiques d'Israël dans le monde arabe, c'était le régime de Damas et le Hezbollah. Et maintenant, les deux sont pris dans une guerre civile. C'est parfait. Les Américains. Les Américains, ils sont... la politique d'Obama est très claire. On n'envoie plus de troupes au sol. C'est fini. Non. Donc, on envoie un soutien aérien, mais comme le mot soutien veut dire, ça veut dire qu'on soutient quelqu'un. Mais on soutient qui? Parce que bombarder des positions de Daesh, s'il n'y a pas de troupes au sol qui prend la position, ça ne sert à rien de bombarder. Or, personne n'a envie de reprendre les zones tenues par Daesh. Les Kurdes défendent leur territoire. Ils défendent leurs nouvelles frontières. Mais les Kurdes n'ont pas envie de prendre Palmyre. Ça ne les intéresse pas. Donc, en fait, on s'aperçoit tout simplement que les acteurs régionaux et les acteurs internationaux, aucun ne considère que la destruction de Daesh est un objectif stratégique prioritaire. Alors, ça va durer. Alors, ça va durer. Donc, je dis, ça va durer. Et dans un an, on verra. Arkadaki... Evet. Bonsoir, je vais essayer, je vais oser de vous adresser en français, mais vous m'excusez déjà pour mes erreurs, mais je ne vais pas manquer l'occasion de parler un peu en français. Quand vous parliez de la Turquie et de l'islam politique, vous avez dit, et corrigez-moi si j'ai mal compris, qu'en Turquie, le rhétorique islamique fleurissait, mais après vous avez dit, en tant que l'islam politique, moins ça marche, plus on en parle. Mais justement, en Turquie, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que ça marche en Turquie parce que la partie politique islamiste, ils ont gagné 3 fois les élections et les gens maintenant ont l'impression qu'ils vont venir avec les votes, mais ils ne vont pas partir avec les votes. Donc, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'état de l'islam politique en Turquie. Où est-ce qu'on est en tant que cette expérience? Et deuxième question, puisque vous avez dit que le problème kurde
reste le problème le plus important. Je voudrais avoir votre vue en ce qui concerne ces commentaires qui disent qu'on a une renaissance kurde dans la région. Et donc je me pose la question, est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous pensez que les Turcs et les Kurdes en Turquie vont réussir à vivre ensemble, ou est-ce qu'on va voir les conséquences du renaissance kurde que certains intellectuels parlent? Merci. Alors, d'abord, là aussi, c'est la question que je ne voulais pas avoir sur la situation actuelle en Turquie. Mais bon. D'abord, je considère, si vous voulez, que le programme du AKP n'est pas un programme islamiste. C'est un programme conservateur, traditionnel, traditionnaliste, mais ce n'est pas un programme de chariatisation. Il ramène la religion dans l'espace public. Ça a été ça le grand, j'allais dire, le grand apport du AKP, puisque en 10 ans, c'est étonnant, le changement de la visibilité de l'islam dans l'espace public. Bon, 10 ou 15 ans, disons. Et ça, c'est vrai. Mais est-ce que la visibilité de la religion dans l'espace public correspond à une islamisation? Bon. J'ai des doutes. Je veux dire, il faudrait regarder ce qui se passe dans la tête des gens. L'islam, ce n'est pas un programme politique, c'est aussi une religion. Et en général, plus on impose une religion de manière idéologique, plus on est en contradiction avec la demande de spiritualité des gens. Le contre-exemple, c'est l'Iran, où l'Iran a une politique d'islamisation intense, idéologique, institutionnelle, juridique, etc. Et qu'est-ce qu'on a en Iran aujourd'hui? La société la plus laïque du Moyen-Orient, où les gens ne s'intéressent... Enfin, c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à la religion, ils ne s'intéressent pas à la religion d'État. Donc, il ne faut pas confondre, si vous voulez, les mouvements, disons, sociétaux et l'idéologie d'un parti au pouvoir. Je crois que, d'une certaine manière, en Turquie, il fallait réhabiliter la religion. Je crois qu'il y a eu une violence intellectuelle du kémalisme qui avait cassé quelque chose. Bon. Et que le AKP, ça a été le retour du refoulé. Et comme tous les refoulés, quand ils retournent dur. Ça, c'est sûr. Mais sur le modèle sociétal de l'AKP, ça n'est pas un modèle ni chariatique, ni saoudien. C'est un modèle religieux, mais qui est beaucoup plus proche de la droite chrétienne que du salafisme. Je vais vous prendre 2 exemples. Alors, je sais que ça fait toujours hurler les gens. Bon, si on accepte que la question de la femme et de la famille sont au centre du débat, que c'est là que ça se joue. Erdogan a introduit 2 lois, une qui a raté, une qui a réussi. Celle qui avait raté, c'était la loi sur l'adultère. Vous vous rappelez, en 2004. Et tout le monde a dit, il introduit la charia. Mais quand on regarde la loi, elle existe, cette loi, quelque part. Elle existe dans 10 États américains. C'est une loi chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui définit l'adultère comme le manquement d'un couple monogame marié. Et qui définit la faute sexuelle de la même manière chez l'homme et chez la femme. Ça, c'est pas chariatique. Je veux dire, bon, la symétrie sexuelle, ça n'existe pas dans la charia. Par contre, dans le christianisme, oui, le péché de chair est le même chez les deux. Donc c'est une loi qui, dans le fond, sanctifie la famille chrétienne. Et prenez la dernière loi que j'ai rencontrée, pour des raisons là aussi familiales, dans le petit village dont je vous parlais tout à l'heure, dont je ne vous dirai pas le nom justement parce que là, il y a eu une atteinte à la loi. L'obligation de célébrer le mariage, exactement, l'interdiction de célébrer un mariage religieux s'il n'y a pas eu un mariage civil avant. Et ça, c'est une loi, c'est la loi française, et 2, c'est une loi qui empêche les mariages religieux coutumiers, c'est-à-dire qui empêche la polygamie de fait. Bon. Donc, on voit le modèle d'Erdogan, il ne faut pas le chercher à la Mecque. Il faut le chercher à Salt Lake City. Il faut le chercher... Bon.
ne me citez pas là-dessus. Il faut le chercher chez les Mormons et dans le Tea Party américain. C'est là que vous avez toute cette conception moralisatrice de la famille, avec sacralisation de la famille, avec sacralisation aussi de la différence sexuelle, c'est-à-dire, oui, il n'y a pas complète égalité entre l'homme et la femme, mais pour le pape non plus, il n'y a pas complète égalité entre l'homme et la femme. Hein. Et on oublie, si vous voulez, en Turquie, vous êtes tellement obsédés par l'islam, et là, il a gagné de ce côté-là, que vous ne regardez pas en transversal. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, hein? Quels sont les débats de société aujourd'hui sur le mariage, le couple, etc. Et vous prenez tous ces débats et vous voyez dans quel camp est Erdogan. Hein. Il est dans le camp de la droite républicaine américaine. Hein. Alors, vous me direz, c'est pas mieux. Oui, 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 bon, peut-être, mais au moins, on est dans un espace occidental et parlementaire. Ok. Et j'ai pas la deuxième question. Ok, à part. La question kurde. Je crois que, et ça je l'ai vu concrètement en Turquie depuis 30 ans, la société turque a changé et la société kurde a changé. Bon, on a des phénomènes, par exemple, qui sont extrêmement visibles dans le sud-est, qui sont un exode rural plutôt positif, dans le sens où les gens ne sont plus partis à l'étranger, mais sont partis travailler dans les grandes villes turques. Vous allez à Mersin, qui n'a jamais été une ville kurde, vous avez un quartier kurde, avec une municipalité locale kurde, bon, tenue par le parti kurde. Vous avez un mélange de populations, vous le savez sur Istanbul, etc. Vous avez une intrication économique. C'est fini l'autarcie du petit village où on vit entre soi, etc., en respectant le droit coutumier. C'est fini. Tout le monde est maintenant, si vous voulez, là. Il y a eu une remarquable homogénéisation du territoire turc depuis les années 80. Hein. Il y a eu des effets pervers, on est tous d'accord. Il y a eu des augmentations d'inégalités, on est tous d'accord. Mais sur le plan social et économique, la société turque s'est beaucoup plus mélangée. Si bien que la question kurde est de moins en moins une question territoriale. Hein. Et c'est ce qu'avait compris Özal, et je crois que c'est ce qu'avait compris à un moment donné Erdogan, plus maintenant, mais à un moment donné. Donc on peut à ce moment-là parler de concessions en termes de reconnaissance culturelle, de reconnaissance de droits linguistiques, parce que ça n'implique pas automatiquement une sécession territoriale. Voilà. Hein. Et je crois que c'est là, et encore une fois, c'est le changement de la société qui va imposer la solution. Ce n'est pas un programme décidé par des politiques entre eux. Et la société change. Sanıyorum ki çok soru var. Je vous prie de poser des questions brèves. Ça serait mieux que... Je fais des réponses brèves. Et les réponses aussi, apparemment. Ceyda, tu as déjà fait un reportage, ne pose pas de questions. Une question sur les talibans et l'avenir de l'Afghanistan. Est-ce que vous pensez qu'en Afghanistan, il y a des valeurs manipulées, par exemple Ferhunde qui a été lynché dans la rue, etc. Est-ce que c'est une lutte entre le modernisme et le système conservateur? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sont les islamistes qui vont régner? Est-ce qu'on pourra comparer l'Afghanistan à la Russie, par exemple? L'Afghanistan, c'est pas une société laïque contre une société islamique traditionnelle. Les gens qui ont fait ce lynchage à Kaboul sont en fait dans le camp du gouvernement. Hein. Je crois qu'on a une société, la société afghane est très conservatrice, très très conservatrice. Hein. Et comme j'ai dit, la guerre a bouleversé les liens sociaux et a fragilisé les liens sociaux. Et puis l'intervention, disons, américaine a voulu imposer un modèle un peu abstrait de droits de l'homme, de droits de la femme surtout, sur une société complexe. Donc on a une réaction ici épidermique, je dirais. Dans ces formes d'explosion de violence, vous avez l'expression d'une espèce de névrose sociale, hein, parce qu'on ne sait plus où on en est. Hein. Les talibans c'est pas Daesh, les talibans. Les talibans représentent largement les gens du Sud, l'ethnie Pashtun, qui est la plus conservatrice certainement,
Et les talibans, qu'on les aime ou pas, sont des acteurs de la vie politique afghane, quoi. On ne peut pas éradiquer les talibans. Donc il n'y a qu'une solution politique d'abord, en attendant, là encore, une évolution des mœurs de la société. OK. Buraya ön tarafa vereyim. Mehmet Adegüzel, entre 1979 et 1985, vous avez vu un tissu social en Afghanistan. Ensuite, la Russie et l'Occident, le rideau dans le monde islam qui s'est ouvert, le radicalisme a élevé une nouvelle génération et jusqu'à nos jours. Par conséquent, les valeurs occidentales, peut-être avec le capitalisme, sont intervenues dans une autre structure et nous sommes arrivés au jour d'aujourd'hui. Vous, de culture française, pour ISHID, pour Al-Qaïda, pour tous ces groupes radicaux, qu'en pensez-vous de l'attitude de l'Occident? Je crois que ce n'est pas une question de conflit des valeurs. La guerre en Afghanistan, ce n'était pas une guerre contre des valeurs occidentales. Les communistes afghans étaient afghans. La guerre en Afghanistan a d'abord été une guerre civile. Les Russes sont venus pour aider les communistes afghans. Les Américains sont venus pour aider les djihadistes contre les Soviétiques. Donc c'est devenu une guerre par procuration entre l'Union soviétique et les Américains. Mais ce n'était pas une question de transformer les valeurs. C'est la guerre qui a transformé les valeurs. Ce n'est pas parce qu'on a amené des nouveaux modèles. Et quant à Al-Qaïda, je pense qu'Al-Qaïda n'est pas du tout l'expression d'une société traditionnelle qui serait menacée par l'occidentalisation. Je crois que l'organisation d'Al-Qaïda est, dans sa structure, dans sa vision du monde, profondément occidentale. Et encore une fois, je pense que le radicalisme djihadique n'est pas une revanche des sociétés traditionnelles contre l'occidentalisation. Ces gens-là n'ont rien de traditionnel. Et c'est pour ça qu'ils gagnent. Ils gagnent parce qu'ils sont dans la modernité. Daesh est une organisation moderne. Et c'est pour ça qu'ils sont forts. Et oradaki arkadaşı. Je m'appelle Ali Tirali, j'ai deux courtes questions. En fait, le premier, c'est vous avez dit que la Daesh va durer. Bon, alors, la néo-salafisation dans les pays musulmans comme Turquie, Égypte aussi va durer comme un phénomène social. Et deuxième question, c'est donc, il y a un nouveau mot dans notre dictionnaire politique, la talibanisation. En fait, la talibanisation de Gaza, de Yémen, etc. Donc, vous pensez que c'est un véritable phénomène social? Merci. Je pense qu'on a différents phénomènes sociaux là-dedans. Je crois effectivement, j'ai travaillé sur les jeunes français, qui soient convertis ou qui soient enfants d'immigrés, qui passent au salafisme. Et on voit très bien pourquoi ils passent au salafisme. Ils cherchent dans la religion un système de normes explicites. Ils n'ont rien à faire avec la théologie musulmane, ça ne les intéresse pas. Ils ne s'intéressent pas aux cultures musulmanes. Ils partent de leur statut de déracinés et de gens qui sont mal intégrés socialement. Ils se construisent un univers de sens bien normatif. Voilà. Ils discutent à longueur de journée sur comment se brosser les dents, est-ce que j'ai le droit d'avoir une carte de crédit, etc. Donc cette salafisation ou talabinisation correspond en fait effectivement à une période de transition brutale, sociale, culturelle, parfois territoriale avec l'immigration.
Je pense donc que ce sont des tendances, que c'est dynamique. Et on n'a pas affaire, si vous voulez, à l'arrivée d'un nouveau système qui va s'imposer et remplacer les autres. Il y a quelque chose qu'on ne regarde pas, mais je sais que Rouchen a regardé ça aussi, c'est la trajectoire individuelle de ces jeunes-là. Moi, j'ai connu en France des jeunes de 18 ans salafistes, purs et durs. Bon. Je les ai retrouvés à 30 ans, je les ai retrouvés à 40 ans, hein, bon, différents, complètement différents. À 30 ans, ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Bon, d'accord, la femme va porter le voile, eux vont garder la barbe. Mais ils sont techniciens en électronique, on met les enfants à l'école, et comme on trouve que l'école est pas bonne, l'école publique est pas bonne, on va mettre les enfants à l'école catholique, parce que c'est mieux. Bon. Donc vous voyez, la même personne est toujours croyante, fait ses prières, mais en 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle est passée par des formes différentes de religiosité. Je crois que donc il faut replacer la radicalisation dans le temps et dans l'âge des personnes aussi. Il n'y a pas beaucoup de vieux salafistes. Il y a des vieux chers, mais il n'y a pas beaucoup de vieux salafistes. Bon. Bonsoir, j'espère que je vais vous faire un plaisir avec une question ni sur la Turquie ni sur l'actualité, mais sur votre rapport personnel à l'islam, parce que j'ai remarqué un lien entre votre parcours et celui de Leopold Weiss, ce jeune journaliste autrichien qui est parti au Moyen-Orient en tant que journaliste, qui a vu la beauté de ces pays, qui a parlé avec des gens merveilleux, mais qui pourtant s'est converti à l'islam. Et qui a pris le nom de Mohamed Assad. Vous êtes toujours Olivier Roy, pas Olivier Malek ou je ne sais pas. Et donc, je me demande comment est-ce que vous avez évalué votre identité en tant qu'occidental en voyageant dans ce pays, et comment est-ce que vous avez senti une tentation vers l'islam personnellement? Jamais. Jamais. Pour moi, l'islam, c'est toujours des individus. C'est des gens. La religion en tant que telle, bon, je l'étudie parce que ça fait partie de mon boulot, mais je n'ai pas de fascination ni intellectuelle ni esthétique pour l'islam. Pour l'art musulman, oui, c'est autre chose. Mais j'ai étudié l'islam parce que j'ai connu des musulmans d'abord, et je voulais mieux comprendre comment ils fonctionnaient, etc. Donc je n'ai pas eu la tentation de la conversion. Je suis converti, effectivement, pour des raisons diverses, mais à l'orthodoxie orientale. Alors il y a quand même de l'orientalisme là-dedans, mais voilà, je suis un baptisé orthodoxe avec 10 litres d'eau sur la tête et l'interdiction de faire demi-tour. Ok. Son soru en arkada son soru oluyor. La dernière question, ok. Bonsoir. Est-ce que vous avez une définition de l'islamophobie chez vous et est-ce que l'islamophobie c'est une notion qu'on trouve aussi chez les musulmans? Vous pouvez m'écouter maintenant? De l'islam politique? Oui. L'islamophobie. Oui. L'islamophobie, bon, c'est un terme qui est très très utilisé aujourd'hui, que je n'aime pas parce qu'il n'est pas rigoureux conceptuellement. On le construit sur le modèle de l'antisémitisme, mais les contextes sont différents. Parce que dans ce qu'on appelle l'islamophobie, il y a 2 choses. Il y a un racisme, tout bête, mais qui ne vise pas que les musulmans, qui vise en Europe toutes les personnes du Sud. Et puis, il y a une opposition à l'islam comme religion, qui est spécifique, une hostilité à l'islam comme religion. Alors évidemment, les deux se mélangent souvent. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens d'origine musulmane qui prennent une attitude très violente contre l'islam, surtout en France, parce qu'ils sont en général maghrébins, algériens,
Donc ils ont eu l'expérience de la guerre civile en Algérie, qui a été traumatisante. Hein. Donc on peut dire qu'en France, parmi les islamophobes au sens de contre la religion islamique, eh bien on trouve effectivement beaucoup de gens qui sont d'origine musulmane. Evet. Teşekkür ederim Olivier. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je voudrais remercier l'organisation de cette soirée. Et Olivier Roy, je crois, va signer ses livres à l'étage supérieur, à l'entrée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.